Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du webinaire Les témoins en actes, dédié à l'accompagnement, ce pilier essentiel de notre mission d'investisseurs solidaires. Je suis Isabelle Brun, la responsable de la communication à la CIDI. Et avant de vous présenter nos intervenants du jour, je voulais vous rappeler que vous pouvez poser vos questions dans l'espace Q et R qui se situe en bas de votre écran. On est ensemble pour 1h30 et nous avons prévu des temps d'échange autour de vos questions. Donc, je demanderai aux intervenants d'allumer leur caméra pour les présenter. Bonjour à tous. Donc, permettez-moi d'accueillir Abdourahmane Ouedraogo, directeur général de l'UBTEC. Bonjour Abdourahmane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous les participants. Je suis Ouedraogo Abdourahmane, directeur général de l'UBTEC, partenaire de la CIDI depuis 2007 et par ailleurs chargé du programme TAPSA qui est Transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire, un programme appuyé par l'AFD, le CCFD, la CIDI. Merci. Emmanuel Vuillot, chargé de partenariat à la CIDI. Bonjour à tous, donc Emmanuel Vuillot, je suis chargé de partenariat actuellement sur les partenaires du l'Ouganda et du Rwanda et j'ai longtemps accompagné les partenaires du Burkina notamment, raison pour laquelle je suis invité aujourd'hui à partager l'expérience que nous avons eue de travail avec Abdourahmane sur l'accompagnement. Merci. Et enfin, Christian Schmitt, membre du conseil de la Fondation ACT et ancien directeur général de la CIDI. Oui, merci Isabelle. Bonjour aussi à toutes et tous. Oui, comme vous voyez, retraité actif. Exactement. Directeur général de la CIDI, oui, pendant 20 ans quand même, de 1995 à 2015 et depuis 2016, très engagé dans la Fondation ACT depuis sa création. Et plus récemment, en fait, j'ai rejoint aussi le conseil d'administration du CCFD. Voilà. Donc, heureux d'être avec vous aujourd'hui pour passer ce temps d'échange autour de l'accompagnement de la CIDI. Eh bien, Christian, on va vous laisser introduire ce webinaire. C'est à vous. Merci. Écoutez, je vois près d'une 60aine de participants. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous connaissez déjà la CIDI. Attendez, je vais partager mon écran rapidement pour que vous ayez tous ma présentation. Voilà. Est-ce que tout le monde voit cet écran? Je suppose que oui, tout est en ordre. Oui, c'est très bien. Alors, un petit rappel pour tous. Notre CIDI, votre CIDI, la CIDI de tous. Moi, je pense toujours aux 4 lettres de l'acronyme. SIDI, c'est vraiment tout le message, solidarité internationale pour le développement et l'investissement. Je pense que déjà dans ces 4 lettres, on a un programme bâti pour durer. On se rappelle tous que la CIDI a été créée en 83. Attendez, j'enlève mes petits écrans là. Par le CCFD Terre Solidaire. L'objectif étant de compléter la mission du CCFD Terre Solidaire qui soutient les partenaires par des subventions, par de l'appui financier non remboursable, tandis que la CIDI, son mandat, c'était vraiment de contribuer à l'inclusion socio-économique des personnes vulnérables dans les différents pays du Sud et de l'Est, mais par un investissement remboursable. On y reviendra plus en détail.
Pour se donner un ordre de grandeur, en 2021, pendant de nombreuses années d'ailleurs, la CIDI avait grosso modo un encours d'une centaine de partenaires directs. Là, sur 2021, on est à 86 partenaires directs. Bon, grosso modo, 2 tiers plutôt institutions de microfinance et un gros tiers d'organisations de producteurs et d'entreprises rurales. Présent dans de nombreux pays, 22 en Afrique, mais aussi Amérique latine, bassin méditerranéen, un peu en Asie. La CIDI dispose de 2 types de ressources, j'y reviendrai plus en détail, mais dans les 2 cas, que ce soit des ressources financières solidaires, on est dans le cadre de l'économie sociale et solidaire pour ces investissements, et aussi des ressources pour financer son action d'accompagnement. Attendez, il y a un petit souci de transfert, voilà. On reste sur cet axe, le CIDI investissement et accompagnement, c'est bien sûr 2 métiers qui s'accompagnent mutuellement. Le financement à partir de ses ressources propres en capital, voire quelques ressources complémentaires, c'est pour financer sur le moyen long terme les 86 partenaires dont on vient de parler, que ce soit en participation directe au capital de ces institutions de microfinance quand elles sont structurées juridiquement sous cette forme, voire des prêts, majoritairement des prêts en monnaie locale, ce qui est un enjeu considérable pour la CIDI puisque les variations de change est un vrai défi pour maintenir une valeur stable en euros pour le remboursement de ces prêts. Et dans certains cas, des émissions de garantie pour permettre un effet de levier auprès de banques locales si le prêt ou la participation au capital ne peut pas se faire directement. Donc il y a un certain nombre de garanties qui sont émises auprès d'une banque locale pour que le partenaire local puisse accéder à des ressources en monnaie locale localement. Et la mission d'accompagnement, on va y revenir en détail puisqu'on va l'illustrer avec le Burkina Faso aujourd'hui, c'est bien sûr être disponible un peu à la carte. On parle d'un accompagnement sur mesure, mais en fonction de la situation spécifique de chaque partenaire, l'idée c'est de fournir un accompagnement, voire une assistance technique précise pour le renforcement institutionnel et la recherche d'une autonomie renforcée du partenaire. Alors, ça concerne différents champs d'activité. Bien sûr, il y a toute la dimension de gestion, interne, comptable, portefeuille, mais c'est aussi la mobilisation de ressources complémentaires, voire, et ça c'est un champ qui se développe depuis pas mal d'années, autour de l'analyse de la performance sociale et environnementale. Rappelons-nous un peu le cadre général de tout ça, parce que depuis 83, il y a déjà beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. Et la CIDI est là depuis, les années passent, on va arriver aux 40 ans dans peu de temps. C'est un encours, on est sur des chiffres à fin 2021, on est sur un encours d'environ 40 millions d'euros investis par la CIDI ou par la CIDI via sa filiale Soluti. Ça c'est un élément nouveau pour ceux qui connaissent la CIDI depuis quelques années, puisqu'il y a une filiale africaine basée en Ouganda, qui finalement réplique le métier de la CIDI sur la sous-région d'Afrique de l'Est et en partie centrale. Donc l'encours total de 40 millions d'euros investis, en équivalent euro, puisque une bonne partie de cette ressource est en monnaie locale convertie à date, en fin d'exercice. Derrière les 86 partenaires qu'on a mentionnés tout à l'heure, en fin de course, on dépasse les 7 millions de bénéficiaires finaux, près de la moitié de femmes. Alors, pour arriver à accompagner tout ce processus, la CIDI fait un travail assez exhaustif pour flécher les temps dédiés aux partenaires. Donc, c'est plus de 2000 jours, on est à 2146 jours dédiés aux partenaires, dont pas loin de la moitié, en fait, directement liés à la gouvernance des institutions. Comme vous le savez, mais ça... On pourrait y revenir aussi dans le détail d'un exemple.
Participer à la gouvernance, c'est surtout dans le cas où la CIDI est actionnaire et fait partie du tour de table et membre du conseil d'administration des institutions de microfinance, essentiellement sur le terrain. Mais il y a aussi spécifiquement 27% de ces 2100 jours dédiés à de l'assistance technique précise, c'est-à-dire ce sont des termes de référence établis en lien avec le partenaire et qui permet de répondre à un besoin précis de formation, d'assistance technique ou d'évaluation spécifique. Revenons un peu à la dimension ressources. 34 millions d'euros de capital aujourd'hui à la CIDI, donc si vous faites le lien avec les 40 millions d'encours de portefeuille, ça veut dire que il y a les 34 millions d'euros de capital, il y a des réserves à la CIDI qui ont été accumulées au fil de ces 35 années, et quelques emprunts auprès de prêteurs dans le cadre de prêts solidaires, hein, puisque ce sont des prêts labellisés Finansol, donc la boucle est bouclée. Et donc, avec 34 millions d'euros de capital, la CIDI développe un encours à fin 2021 de 40 millions d'euros. Ça, c'est la CIDI. Vous avez certainement peut-être des demandes de précision, des questions. On pourra prendre quelques minutes pour répondre à ces questions, mais je passe déjà à cet instrument nouveau dans la mesure où ça fait à peine 5 ans qu'il existe. C'est que pour arriver à consolider, voire à amplifier sa fonction d'accompagnement, la CIDI a jugé utile, il y a 5 ans maintenant, de créer une fondation. Elle a voulu le créer de manière assez simple sur le plan juridique, puisqu'elle a logé une fondation sous égide d'une fondation abritante reconnue d'utilité publique, qui est la fondation Terre Solidaire, créée par le CCFD Terre Solidaire. Donc c'est peut-être un peu complexe là en première approche, mais une fondation abritante, celle la plus connue en France, c'est la Fondation de France, et comme vous savez, la Fondation de France abrite un nombre important de fondations abritées sous égide. Donc c'est le même principe ici, la Fondation Acte est sous égide de la Fondation d'utilité publique Terre Solidaire et est complètement dédiée, créée par la CIDI, complètement dédiée au renforcement de l'accompagnement des partenaires de la CIDI. Mais un choix a été fait pour toucher essentiellement des champs d'intervention spécifiques. Je vais les énumérer, c'est important de les garder en tête, d'être capable au niveau de la CIDI d'intervenir en cas de crise. Alors il y a des crises conjoncturelles. Je prends un exemple bien connu par tous, c'est la crise en Palestine. Donc effectivement, la Fondation Acte intervient sur une situation de crise conjoncturelle comme en Palestine, auprès des partenaires de la CIDI en Palestine. Mais c'est aussi des crises, on va dire, spécifiques, comme les 2 années de Covid que nous venons de passer. Nombre d'institutions de microfinance ou de partenaires ruraux ont subi des conséquences graves liées aux conditions sanitaires ou à la crise sanitaire. Et donc, on est dans le cadre de situations de crise. Un autre champ très important qui vient consolider un choix très important pour la CIDI depuis quelques années, qui est d'accompagner ses partenaires dans une démarche de transition écologique et sociale. Là, vous aurez vraiment l'occasion d'en entendre parler parce que UBTech au Burkina est complètement impliqué dans cette dynamique à travers le projet TAPSA qu'a mentionné Abdou tout à l'heure, on y reviendra. Et donc, c'est un choix important que fait la CIDI en demandant à la Fondation Acte d'être présent pour financer la transition écologique et sociale. Un champ aussi pas toujours très connu, mais connu par les anciens de la CIDI, c'est la finance communautaire, c'est-à-dire c'est une finance basée essentiellement sur l'épargne locale, dans la mesure où ce sont dans des zones difficiles d'accès, d'un point de vue sécurité ou d'un point de vue purement logistique, et qui ne bénéficient d'aucun service financier, bancaire ou alternatif. Et donc, tout est basé sur une finance communautaire à partir d'une épargne mobilisée localement. Un exemple connu, et dont UBTech pourra aussi faire état, c'est les mutuelles de solidarité. J'en dis pas plus là parce que c'est un sujet en soi, mais
c'est un exemple de finance communautaire. Donc, c'est la recherche d'une autonomie locale à partir de l'épargne collectée par les populations elles-mêmes. Et un champ transversal très important qui se renforce au fil des ans, c'est d'améliorer à tous les niveaux l'analyse de la performance sociale. La Fondation ACT, depuis 4 ans, 5 ans, le temps passe, c'est quand même 44 projets, hein, donc c'est un peu plus d'une dizaine de projets chaque année. Donc ça finance directement des missions d'assistance technique ou d'accompagnement technique de nos partenaires. Et donc, vous voyez, c'est près d'1 million d'euros quand même depuis la création de la fondation. Alors, on a bien saisi que cette complémentarité de la Fondation ACT, on rejoint ici une fonction financière non remboursable. Donc, le financement d'une action d'accompagnement n'est bien sûr pas remboursable par le partenaire. On se rapproche là du témoignage que va nous apporter Emmanuel et Abdou. L'accompagnement à la CIDI, c'est coordonné, mis en œuvre par une douzaine de chargés de partenariat. Emmanuel est un d'entre eux. Les chargés de partenariat de la CIDI bénéficient depuis très longtemps d'un temps disponible de consultants, souvent bénévoles. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une trentaine de consultants bénévoles qui sont actifs et qui, à la carte, répondent aux attentes exprimées par les chargés de partenariat en fonction des besoins des partenaires. Et donc, ce temps d'accompagnement, il est bien sûr dédié à toute la phase préalable, hein, de prospection et d'instruction des dossiers, tout le temps de suivi. Comme vous savez, la CIDI n'a pas d'expatriés, sauf exception rarissime, pour des temps plus longs, mais donc c'est un suivi à distance, c'est un suivi par mission. Et puis, bien sûr, il y a tout cet accompagnement sur mesure, hein, qui permet d'être profilé au fur et à mesure des besoins des différents partenaires, que ce soit la participation à la gouvernance, donc dans les différentes instances, conseil d'administration, assemblée générale auxquelles la CIDI participe, un accompagnement personnalisé en fonction des besoins du moment, voire une assistance technique régulière pour le renforcement des compétences de nos partenaires. Donc voilà, quelques minutes sur la CIDI, quelques minutes sur la raison pour laquelle ACT est né dans ce paysage. Après 35 ans de CIDI, est apparue une fondation pour renforcer cette fonction d'accompagnement. J'ai souvenir qu'à chaque assemblée générale de la CIDI, il y avait toujours un sujet sur comment renforcer l'accompagnement. Ben voilà, on a un outil pour renforcer cet accompagnement, et c'est bien l'objet de ce webinaire que de mieux faire connaître cet outil d'accompagnement. Donc voilà, peut-être qu'avant de donner la parole à Emmanuel et Abdou, je reste disponible pour répondre à l'une ou l'autre question, mais je ne les ai pas encore vraiment regardées. Voilà. Les diapos de la présentation de Christian, oui, bien sûr, c'est Isabelle, elle va faire suivre ça, ne vous inquiétez pas. Est-ce que tous les partenaires bénéficient d'accompagnement ou comment sont décidées ces missions? Donc ça, c'est une question qui m'est posée. Quelles sont les ressources de la Fondation ACT? Alors, écoutez, rapidement, bon, les questions de logistique, je suis persuadé qu'Isabelle va faire le nécessaire. Dans les procédures internes de la CIDI, chaque partenaire fait l'objet de décisions prises par... Emmanuel me rappellera comment on appelle l'instance aujourd'hui, mais il y a une instance de coordination pour la mise en œuvre et l'accompagnement des partenaires, et toutes les décisions, qu'elles soient d'investissement ou d'accompagnement, sont prises par une décision d'un comité interne, voilà, hein, sur base de termes de référence qui sont établis à l'avance. Donc, que ce soit d'ailleurs une mission qui est mise en œuvre par le chargé de partenariat lui-même, ou par un consultant bénévole, ou par un consultant externe,
c'est la même procédure. Donc, ce sont des procédures d'engagement. Alors, il y a deux instances au niveau de la CIDI. Il y a l'instance, on va dire, interne technique qui analyse toutes ces demandes de partenaires pour investissement et accompagnement. Et puis, une validation par une réunion mensuelle, je pense, du directoire de la CIDI. Les ressources, attendez, oui. Les ressources de la Fondation ACT. Écoutez, les ressources de la Fondation ACT, sentons-nous aujourd'hui tous concernés. C'est-à-dire que nous avons fait un premier appel, et certains d'entre vous ont vu passer ces appels, auprès des actionnaires et institutionnels et individuels de la CIDI qui, connaissant depuis plusieurs années, pour certains, voire depuis longtemps, le double besoin de la CIDI, c'est-à-dire un engagement en capital qui permet à l'actionnaire de mettre à disposition son capital un certain nombre d'années et de récupérer ses parts au moment où il veut sortir du capital de la CIDI, mais de manière complémentaire d'apporter une ressource en subvention pour alimenter la Fondation ACT. Donc, le million d'euros qui a déjà été consommé depuis 5 ans est venu de contributions financières directes, majoritairement des actionnaires institutionnels et individuels. Le ratio aujourd'hui, je l'ai pas vérifié entre actionnaires institutionnels et individuels, mais je pense que majoritairement, ce sont des actionnaires institutionnels de la CIDI qui ont apporté des ressources qui ont permis toutes ces premières missions d'accompagnement. Mais l'idée, elle fait partie d'ailleurs de la dynamique de ces webinaires, c'est de faire connaître l'intérêt et l'impact de ces missions d'accompagnement sur le projet global de renforcement des partenaires pour que chacun se sente concerné par une contribution complémentaire à son investissement, par un apport direct à la Fondation ACT pour permettre le renforcement de cette mission d'accompagnement. La Fondation ACT n'exclut pas, d'ailleurs elle l'a déjà engagé ce genre de démarche, en lien avec la Fondation Terre Solidaire qui juridiquement peut porter des projets, de mobiliser à partir de ses ressources propres un effet de levier auprès d'un bailleur de fonds institutionnel comme l'Agence française de développement. Donc en ce moment, il y a au moins 2 ou 3 projets au sein de la Fondation ACT qui bénéficient d'effets de levier en cofinancement auprès des pouvoirs publics. Mais le point de départ, c'est bien sûr une contribution directe sous forme de dons faits à la Fondation ACT. Voilà, je vois pas d'autres questions là tout de suite. Isabelle, je sais pas si tu vois d'autres questions. Non, je pense qu'on peut passer à la partie suivante. Voilà, donc, en tout cas, de toute façon, il restera du temps après la présentation de Emmanuel et Abdou. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel Villot, chargé de partenariat à la CIDI, qui va enclencher donc un dialogue avec Abdourahmane Ouedraogo depuis Ouagadougou. Donc, je te laisse la parole, Emmanuel, et je disparais momentanément des écrans. Merci beaucoup, Christian. Rebonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce petit temps d'échange avec Abdourahmane sur notre expérience commune de l'accompagnement pendant presque 10 ans, peut-être un petit peu moins sur la relation directe entre nous, Abdourahmane et moi-même. Mais j'avais commencé à accompagner l'UBTEC un petit peu avant, à partir de 2007, comme l'a rappelé Christian tout à l'heure, qui était le début de la relation de partenariat. Donc voilà,
Peut-être avant de dire quelques mots sur l'accompagnement en complément de ce qu'a pu dire Christian un petit peu plus tôt, je voulais juste enfin, c'est un peu difficile quand on a un webinaire, on ne sait pas trop à qui, quel type de public on a en faire. Donc, pour présenter rapidement 2 cartes, pour vous situer un petit peu la région dont on va parler. Alors, d'abord, une carte de l'Afrique avec le Burkina. C'est pas très, voilà, c'est mieux, c'était pas très net, mais c'est mieux maintenant. Donc, vous voyez le Burkina Faso en orangé sur la carte de l'Afrique. Donc, en Afrique de l'Ouest, en dessous du Mali et avec des frontières communes avec plusieurs pays, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo. Et puis, au sein du Burkina, donc on voit c'est déjà une région, ça se situe dans le Sahel, la région du Sahel. Donc, et plus précisément au Burkina Faso, on doit avoir une deuxième carte, Isabelle, voilà, pour situer le Burkina Faso et Ouaïgouya. Je ne sais pas si vous voyez très bien Ouaïgouya sur la carte. Donc, ça se situe dans la zone orange, un peu au nord de la capitale nord. Voilà. Merci pour l'indication. Donc, ça se situe dans une zone. Donc, ça, c'est une carte assez intéressante parce que bien qu'elle soit peut-être un peu datée maintenant, mais je pense qu'elle reste valable. C'est une zone qui définit les zones céréalières, excédentaires, déficitaires ou à équilibre précaire. Donc là, dans la Ouaïgouya, on est plutôt dans la zone orange à équilibre précaire. Donc on n'est pas quelque part dans la pire région sahélienne du Burkina au point de vue climatique, mais on est quand même dans une région quand même assez au nord. Et ça fait ça donne aussi tout le sens qu'on a pu au travail qu'on a pu faire sur les aspects agroécologiques dont on vous exposera un petit peu comment on a travaillé cette question tout à l'heure. Voilà, pour vous illustrer aussi un petit peu qu'est-ce que ça peut représenter en termes de climat, je vais juste inviter Abdourass Mané à nous dire quelle température il faisait aujourd'hui à Ouaïgouya ou bien à Ouaga, puisqu'il est à Ouaga aujourd'hui pour notre présentation. Ça peut aussi vous illustrer un petit peu le climat qu'il fait dans cette partie du monde. Alors, merci Emmanuel. Je pense à Ouaga, il a fait aujourd'hui autour de 40 degrés. Et si à Ouaga, il fait 40 degrés, il faut ajouter peut-être 1 ou 2 degrés pour Ouaïgouya, autour de 41-42 degrés Celsius. Voilà. Donc, c'est une zone très chaude. Et, bon, Ouaïgouya, c'est une zone aride, mais pas aussi aride que le Sahel, la partie qui fait frontière avec le Niger. Le Niger et une partie du Mali, notamment la région de Tillabéri. Voilà. Et nous sommes situés, nous faisons frontière avec le Mali, mais c'est la partie frontalière avec le Bandiagara, qui est une zone pas très, très aride aussi, mais aride quand même. Oui. Quand même un peu. Tu peux indiquer peut-être combien de temps dure la saison sèche dans la région. Ça peut donner aussi une indication peut-être. La saison sèche, c'est autour de 9 mois. Donc, nous n'avons que 3 mois de saison pluvieuse, souvent moins, parfois moins que 3 mois. Hein. Voilà. C'est ça. Je crois que ça illustre bien là, un petit peu à quoi ça peut-être ressembler. On aura tout à l'heure l'occasion de voir entre 1 et 2 minutes de film sur une visite d'échange qui a été organisée par l'UBTEC dans le cadre justement du programme de travail sur l'agroécologie, et vous aurez quelques images un petit peu à la fois de Ouaïgouya. Il y aura c'est assez rapide, mais ça illustrera quand même à quoi peut ressembler le paysage au nord, et puis un petit peu plus au sud, là où la visite d'échange se passe. On vous montrera tout ça tout à l'heure.
Avant cela, je voulais revenir peut-être sur ce qu'on entendait par accompagnement, même si Christian l'a déjà bien abordé. À la CIDI, où effectivement, il est fondamentalement complémentaire de la mission de financement sous forme de prêts, de prise de participation, de garantie que l'on peut avoir par ailleurs. Et pour vous illustrer un petit peu cela, par rapport, par exemple, au temps que j'ai passé l'année dernière, tous les ans, on se fait un petit peu notre répartition du temps. Et en gros, moi, sur l'ensemble des années, j'ai passé à peu près un tiers de mon temps sur l'accompagnement et 2 tiers sur le financement ou autre chose, parce qu'il y a aussi un peu les temps communs de coordination de la CIDI qui sont inclus dedans. Mais disons que voilà, ça représente à peu près un tiers de mon temps l'année dernière. Et sur ce temps-là, j'ai passé à peu près 2 tiers de ce tiers-temps sur des aspects de gouvernance, puisque je participe au conseil d'administration de différentes institutions, mais surtout sous l'outil dont Christian a fait mention tout à l'heure, qui est la filiale de la CIDI pour l'Afrique de l'Est, et donc qui me prend un temps assez important. Mais aussi sur d'autres institutions. Ce temps peut varier un peu d'une année à l'autre en fonction des chantiers qu'on a en cours. Quand on a travaillé avec Abdou Asmané sur l'agroécologie et puis à la fois sur la conception, sur le suivi, les relations de financement liées, et puis un peu l'aspect capitalisation après qu'on a pu faire, ça a pris aussi un temps tout à fait significatif. Donc, c'est variable, mais c'est globalement assez significatif. Donc, voilà, gouvernance et puis autre temps d'accompagnement. Donc, dans l'accompagnement, moi, ça a été dit, mais je le répète, il y a un petit peu différentes choses. Il y a un peu tout ce qui prépare finalement les missions d'assistance technique, qui sont des missions beaucoup plus cadrées, avec des termes de référence, avec un début, une fin. Et c'est souvent ces missions-là d'assistance technique, d'ailleurs, que finance la Fondation ACT. Une fois que l'élaboration de ce que l'on veut faire est abouti. C'est des dossiers qui sont présentés à la Fondation ACT et qui, si elles sont validées, peuvent être mises en œuvre sur base du financement de la Fondation et en général aussi d'une contribution du partenaire, plus ou moins élevée selon les types de projets. Dans le cadre du projet, même des projets, je pense, avec l'UBTEC, c'était c'était plutôt des contributions essentiellement ACT, puisque c'était quand même des choses assez pionnières. Et donc, il n'y avait pas eu, je crois, peut-être qu'Abdou me corrigera, peut-être j'ai oublié, il y avait peut-être des contributions en temps local, c'est possible qu'il y ait eu cela. Donc, c'est un petit peu variable selon les projets, en tout cas. Mais sinon, le temps d'accompagnement, il passe beaucoup par de l'écoute, par de l'attention portée à ce qui se passe au niveau du partenaire, à son contexte de travail. Il passe par un temps de formulation de diagnostic, de formulation de besoins, de formulation de demandes de financement ensuite. Ça, c'est quelque chose qui prend souvent du temps, qui peut être assez étalé également dans la durée. Ce n'est pas forcément d'un point A à un point B, et on vous l'illustrera un petit peu après. En tout cas, c'est toujours facilité par un temps de partenariat assez long avec le partenaire. Et là, c'est le cas avec l'UBTEC. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de présenter cette expérience. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'UBTEC, qui a été créé, je crois, en 2010, et Abdou pourra dire un mot dans 2 minutes là-dessus, la CIDI a travaillé
enfin voilà, avec l'UBTech, en fait, déjà avant qu'elle soit autonomisée par rapport à sa maison mère, qui est une grande organisation paysanne, la CIDI avait commencé déjà à travailler avec elle et a ensuite pu continuer à travailler mieux encore une fois qu'elle a été un petit peu plus autonome. Mais peut-être que pour bien comprendre ça, je laisse Abdou représenter rapidement ce que c'est l'UBTech par rapport à ses origines et aussi par rapport à ce qu'elle représente aujourd'hui avec quelques grands chiffres pour voilà, situer un petit peu quelle sorte d'institution c'est dans le paysage de la microfinance au Burkina aujourd'hui. Merci Emmanuel. UBTech, moi je vais parler d'abord de BTech avant de parler de UBTech qui est l'organe fêtière créé en 2008. Et les BTech ont été créés dans les années 90 par, je dirais, la plus grande organisation paysanne du Burkina, la Fédération nationale des groupements NAM, avec pour principal objectif la mobilisation de l'épargne locale à des fins d'investissement productif, financement des activités des membres de la fédération. Et les activités de BTech ont évolué et en 2007, elles ont connu une restructuration et cette restructuration a permis par la suite, avec l'accompagnement de SOS Fin Luxembourg, la mise en place de l'Union et avec toute une équipe dirigeante qui apporte de l'appui technique aux caisses de base. Aujourd'hui, UBTech compte 26 agences, même si on a parmi ces 26 agences quelques agences fermées pour des raisons de sécurité à l'extrême nord. On en a 4 qui sont fermées actuellement pour des raisons de sécurité. Et ces 26 agences comptent un membership d'environ 50 000 comptes. Si je parle de comptes, c'est parce que tout simplement, parmi ces comptes, il y a des comptes de groupement. On en a environ 8 000 groupements. Et tout ça mis ensemble, quand on éclate, on a autour de 220 000 bénéficiaires finaux. Et en termes d'actifs, on a un total actif qui avoisine 10 millions d'euros, un encours de crédit actuellement qui tourne autour de 5,5 millions d'euros. Et pour l'exercice 2021, on avait environ 22 000 bénéficiaires de crédit, dont plus de 13 000 femmes. J'insiste là-dessus parce que nous donnons vraiment une place de choix aux femmes dans notre méthodologie. Et alors, on évolue essentiellement en milieu rural, ce qui fait que le membership, c'est environ 52% de personnes qui sont exclusivement en milieu rural. Donc, et Emmanuel le disait, on a pas mal d'accompagnement de la CIDI en assistance technique, notamment, depuis 2007. Laquelle assistance technique a permis de développer un certain nombre de mécanismes d'accompagnement des groupes vulnérables tels que des groupements de femmes qu'on appelle couramment des mutuelles de solidarité. Et on a également, il faut le noter, bénéficié pendant longtemps, et c'est depuis 2007, d'un appui financier de notre partenaire aussi, SOS Fin Luxembourg, et un appui technique aussi toujours de la part de ces partenaires-là, laquelle assistance technique avait été assurée par l'actuel directeur général de la CIDI, Dominique Lessap, depuis 2008 ou 2007 jusqu'en 2014. Voilà un peu ce que je peux dire de UBTech. Donc, nous faisons essentiellement de la finance agricole. Et voilà, et récemment, on s'attaque vraiment aux questions d'écologie, de transition écologique et sociale avec l'accompagnement de la CIDI. Très bien. Emmanuel, c'est ce que je peux dire
grosso modo merci. sur UBTech. Merci beaucoup pour cette rapide présentation. S'il y a des questions sur l'UBTech, n'hésitez pas à les poser dans l'espace qui est prévu pour. Peut-être donc ça a été un petit peu mentionné, mais il y a eu plusieurs temps hein, donc dans l'accompagnement, dans le partenariat entre la CIDI et l'UBTech pour le rappeler un petit peu les grandes dates avant de rentrer plus dans les détails de chacune. Donc, on a mentionné le début du partenariat date d'à peu près de 2007 et je m'étais rendu sur place avec Christian Schmitt, donc ancien directeur de la CIDI, suite à une communication, une invitation faite par Dominique Le Saffre à l'époque, travaillant pour SOS Fin, et donc qui nous faisait part un petit peu des évolutions de l'UBTech et que ça serait bien que la CIDI vienne un petit peu aussi en financement et peut-être en appui aussi de cette institution. Donc, quand on est arrivé sur place, donc on a rencontré le fondateur de toute cette grande organisation paysanne qui est la Fédération nationale des groupements NAM, donc qui a travaillé depuis les années 70 dans cette région et qui a donné naissance à plusieurs organisations ensuite, qui étaient avant des cellules de travail au sein de la fédération, et dont l'UBTech est un démembrement en fait de cette organisation paysanne. Et voilà, donc c'est ce fondateur avec qui on a parlé, donc il nous a un petit peu présenté l'institution et il y a il a beaucoup insisté justement sur quelque chose qui a intéressé la CIDI et raison pour laquelle on a continué ce partenariat, alors même qu'il n'y a pas eu de financement pendant un certain temps. Il nous a présenté un petit peu la manière dont il avait structuré l'intervention de l'organisation paysanne et la structuration sociale qu'il avait pensé. C'était un ancien professeur, donc il nous a exposé ça avec un tableau et en présentant tout cela de manière très, très professorale. Et c'était tout à fait intéressant. On était à son écoute, mais une écoute également attentive et avec pas mal de questions aussi. Mais en tout cas, c'était quelque chose que l'on recherchait dans ce type de partenaire qu'on recherchait, des gens qui sont proches du monde rural, qui connaissent bien ces réalités, qui sont capables d'intervenir et malgré les difficultés. Voilà, à certains moments de l'année, les routes sont coupées. Là, la situation sécuritaire depuis plusieurs années est quand même très problématique dans certaines zones. Et malgré tout, l'institution arrive à travailler avec des difficultés, certes, mais quand même aussi une action pérenne. Et ça, c'était quelque chose qui nous intéressait. Donc, c'est dans cette voie-là. C'est comme ça qu'on essaye de sélectionner un petit peu nos partenaires quand on le peut. Alors, tous n'ont pas forcément le profil de l'UBTech, aussi proche peut-être du milieu paysan, mais clairement, c'est ce genre de profil qui a permis de faire le type de travail qu'on a fait par après. Donc, ce qui intéressait un petit peu l'UBTech dans ses débuts, c'est un petit peu relancer les groupes de base de la fédération qui avaient eu une activité d'épargne-crédit à un moment donné, mais ces activités-là avaient un peu périclité, ou en tout cas étaient assez inégales, disons. Et ça, c'était un peu un point de travail que eux souhaitaient travailler. Et nous, de notre côté, on était un peu, on avait eu une expérience avec une forme de finance communautaire, donc appelée les mutuelles de solidarité, donc qui sont en fait des groupes dont les personnes se sélectionnent elles-mêmes et qui épargnent ensemble dans différentes caisses. Une caisse pour faire du crédit à partir de l'épargne et une caisse pour la solidarité, donc pour prendre en charge des dépenses de santé, de naissance, au choix des membres, selon la décision des membres. Donc, voilà, et c'est nous, on avait ça un petit peu dans nos bagages.
Mais il a fallu, je pense, 3 ans pour que on arrive à s'entendre vraiment sur ce qu'on allait faire, comment on allait faire, et pour lancer vraiment un programme de formation à la mutuelle de solidarité. Donc, voilà, c'était un temps d'approche. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de financement, il n'y a même pas eu d'assistance technique, mais il y a eu un temps d'écoute, un temps d'échange, de travail régulier sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et c'est seulement ensuite qu'on a commencé à faire une phase de test sur les mutuelles de solidarité. Donc là, c'est moi qui suis intervenu en formation alors, à la fois au niveau de la direction, à la fois des opérations, un petit peu avec les premiers membres des mutuelles. Emmanuel, ton micro. Ah, ok, je croyais que c'était… Bah, qu'il y a eu un petit problème. Je disais que donc ça a été… Il y a quelqu'un qui doit fermer son micro parce qu'il y a de l'interférence. Peut-être, Abdou, tu fermes un peu, puis tu rallumeras tout à l'heure. Il est fermé, je crois. Ouais. Donc voilà, tout un temps de travail, en tout cas préalable à la formation et des débuts de formation. Les premiers prêts arrivent au niveau le premier prêt entre 2011 et 2013, donc un prêt de 3 ans, parallèlement à la formation et à la phase pilote des mutuelles de solidarité. Ensuite, c'est à ce moment-là que je pense qu'Abdou Rasman arrive au niveau de l'UBTEC, qui pourra nous en dire un mot après. Mais on a une phase d'extension un petit peu de ce programme MUSO, donc qui va peut-être jusqu'en 2017, quelque chose comme ça, 2013, 2017, ça doit être à peu près ça. Et donc, pendant lequel, en tant que, ayant contribué à former les museaux, j'ai aussi fait le suivi et accompagné l'UBTEC dans le suivi de ces mutuelles de solidarité, dans une phase où justement c'est très important d'arriver à structurer une organisation qui croît et à trouver aussi des financements et une pérennité pour tout ça. Donc Abdou l'a mentionné tout à l'heure, donc il y a eu au-delà de ma contribution, donc, qui a été prise en charge par la CIDI, donc le CCFD derrière également, par l'intermédiaire du financement global de la CIDI. L'UBTEC a aussi collecté des fonds de son côté et a sollicité SOS Fin, sollicité aussi peut-être d'autres partenaires, mis ensemble, qui ont permis aussi d'étendre ces projets. Et c'est à la fin un petit peu de ces projets-là où on commence à faire une étude on veut faire une étude un petit peu de vulnérabilité de certains membres, notamment des mutuelles de solidarité, pour voir un petit peu où ils en sont et en pensant peut-être en faire une autre après pour voir un petit peu où c'est qu'on en est quelques années plus tard. Et c'est à partir de cette étude-là qu'on commence à inclure des réflexions sur des pratiques agroécologiques qui vont ensuite donner lieu à un travail avec le CCFD sur l'agroécologie qu'on va vous présenter après. Donc voilà, et ça qui dure encore jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est à peu près les différentes phases. Donc, vous avez pu noter que le financement, il s'est arrêté en 2013. Pour l'instant, il n'a pas encore repris. Il y a une demande qui est en préparation pour un crédit plutôt à l'investissement, l'équipement. Mais entre-temps, l'UBTEC, ayant bien structuré sa croissance, a vu son épargne vraiment augmenter fortement, a fait des bons crédits, a pu les récupérer, donc a pu être relativement… a pu développer ses opérations de manière assez importante, tout en ayant quand même un accompagnement en subvention important qui lui a permis de faire aussi quelques investissements. Donc voilà. Peut-être Abdou, pour commencer pour retourner un petit peu sur les mutuelles de solidarité, toi je crois que tu es arrivé au niveau quand on avait le temps de première formation et après surtout d'expansion de ce programme. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu pourquoi c'était important pour vous, en quoi ça a un petit peu collé avec vos réalités
Et comment vous avez aussi travaillé pour que cet accompagnement soit bénéfique pour UBTech? OK, merci Emmanuel. Je précise que c'est en 2011. C'est en 2011 que je suis arrivé à UBTech et on était toujours à l'étape de formation, de conception des outils dans le cadre de cet accompagnement et du déploiement de ces outils au sein des mutuelles de solidarité. Et c'est en 2012 on a réellement commencé le financement, l'accompagnement financier de ces mutuelles de solidarité. Et moi, ce que je peux noter, c'est que cet accompagnement a été très important parce que au regard de la cible qu'on a touchée et qu'on continue de toucher, qui sont des personnes extrêmement vulnérables et qui n'arrivaient même pas à disposer du minimum pour l'ouverture d'un compte au niveau de UBTech et qui étaient quand même économiquement actifs et qu'il fallait trouver un mécanisme d'une manière ou d'une autre de les accompagner. Et le mécanisme qui a été développé sous l'assistance technique de la CIDI a permis, dans un premier temps, de concevoir des outils beaucoup plus adaptés à cette cible en termes de gestion à l'interne au niveau de la mutuelle de solidarité, mais des outils également de gestion de ces mutuelles de solidarité au sein de UBTech pour favoriser le reporting et la bonne gestion des transactions, des crédits qui vont être par la suite octroyés à ces bénéficiaires-là. Et au début, il faut noter que c'est un accompagnement que je peux qualifier d'externe parce qu'on ne les inclut pas systématiquement dans notre système. On leur apporte une éducation financière, une assistance en termes de structuration, d'organisation et après, on leur donne cette éducation financière sur l'épargne en leur donnant des caisses qui ont des couleurs bien précises, avec des codes bien précis. Et quand je prends par exemple la caisse rouge qui matérialise la solidarité des membres du groupe, où chaque membre avait l'obligation d'apporter une petite contribution mensuellement pour en tout cas faire face à un certain nombre d'événements sociaux au sein en tout cas des événements sociaux que les membres du groupe font face quotidiennement, notamment des cas de maladie, des cas de baptême, de décès, et qu'elles définissaient de façon volontaire un montant pour la contribution en cas de réalisation d'un événement social. Donc, elles font cette cotisation avec l'appui des animatrices et MISO qui sont recrutées par UBTech, formées et avec l'assistance technique d'Emmanuel en son temps et pour la mobilisation de l'épargne à l'interne au niveau des groupes. Il y avait une autre caisse qu'on appelait la caisse verte où au-delà de la cotisation pour les événements sociaux, elle cotisait aussi pour s'autofinancer, se financer à l'interne au sein du groupe. C'est vraiment de très petits crédits qui ne dépassent pas 30 € dès le départ. Et c'est ainsi qu'elles ont commencé à mener des activités petit à petit, jusqu'à un niveau où les besoins de financement étaient beaucoup plus importants. Et c'est en ce moment que nous, on les a reversés dans notre système classique avec ce qu'on appelle la caisse bleue, la mise en place d'une caisse qui s'appelle la caisse bleue, où nous donnons du crédit solidaire qui va être déposé dans cette caisse et leur permettre de renforcer le fonds au niveau de la caisse verte et financer maintenant leur activité à l'interne. Et à ce jour, nous avons près de 14 000 femmes qui sont dans ces mécanismes-là, avec un encours de crédit qui avoisine 500 millions de francs CFA. Ce n'est pas loin d'1 million d'euros. Donc, ça peut paraître peu pour 14 000 personnes, mais au regard de la vulnérabilité et du besoin de cette cible, c'est un montant très, très, très important pour ces groupes-là. Et ce qu'on peut noter également, c'est qu'en termes de mobilisation d'épargne, nous sommes
pratiquement une décennie après, à un niveau d'épargne au sein de ces groupements qui est très considérable comparativement au début. Et des femmes arrivent aujourd'hui à se payer même des motos pour faire le tour des marchés, acheter soit des légumes pour les vendre, mener des activités commerciales par-ci, par-là. Donc, du coup, cette assistance et cet accompagnement de la CIDI, nous, on estime que ça a été vraiment une très belle réussite parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les débuts, l'état, la situation de vulnérabilité dans laquelle ces femmes se trouvaient, et comparativement à leur situation actuelle, il y a un bond qualitatif au niveau économique et au niveau social au sein de ces groupes-là. Ok, merci Abdou. Je pense qu'une des choses importantes qu'on peut souligner par rapport à ce premier temps, c'est que vraiment ce temps d'accompagnement, tu l'as dit toi-même, hein, il était quelque chose un petit peu d'externe par rapport à la pratique de l'UBTEC. Effectivement, ça permet ça, quand on travaille avec des institutions de microfinance, justement, de pouvoir prendre ce temps comment dire, de ne pas être dans une rentabilité immédiate non plus pour l'institution, même si à terme, on travaille sur la pérennité. Et donc ça fait partie un peu de ce qu'on peut attendre aussi de l'accompagnement de la CIDI sur ces différents financements. Alors, on a déjà pris un peu de temps pour peut-être juste pour illustrer un petit peu sur l'agroécologie, on va peut-être passer rapidement le petit film, prendre 2 minutes et puis ensuite peut-être qu'on passera directement à des questions si on n'a pas beaucoup de temps d'illustrer cela. Je propose qu'on… Oui. J'ajouterais en disant que ces temps qu'on a fait pour l'accompagnement externe, qui peut durer 6 mois pour une mutuelle de solidarité, nous, on constate que ce n'est pas une charge en tant que telle, mais plutôt un investissement parce que ça se ressent sur la qualité du portefeuille. Et rien que comparativement aux autres produits de crédit que nous avons dans le portefeuille, les crédits accordés à ces mutuelles de solidarité présentent un niveau de portefeuille à risque un jour de l'ordre de 1,5%. Pour une norme même édictée par la Banque centrale qui peut aller jusqu'à 5%. Par contre, sur d'autres types de produits de crédit, dans le contexte que nous vivons, nous sommes à peu près 12% de portefeuille à risque. Donc, c'est pour dire que c'est un investissement qui a été nécessaire et c'est du temps qu'on a mis, certes, pour les accompagner, mais nous, au niveau de l'institution également, nous commençons à avoir des retombées parce que la qualité du portefeuille au niveau de ces groupements est nettement meilleure par rapport aux autres produits de crédit que nous avons dans les portefeuilles. C'était aussi une illustration de la performance à la fois économique et sociale par rapport à ce produit. Tout à fait intéressant. Je propose qu'on passe à illustrer un petit peu ce qu'on a fait sur l'agroécologie. Isabelle, si tu peux nous lancer le petit film pour montrer un petit peu la visite d'échange qui a été faite à la fin, plutôt en fin de programme TAPSA, pour illustrer ce qui a pu être financé aussi à travers la science technique. Des producteurs maraîchers en voyage d'études à l'initiative de l'UBTEC, l'Union des bords traditions d'épargne et de crédit. Ces hommes et ces femmes produisent pour la plupart des légumes et des tubercules pendant la campagne sèche. Aujourd'hui, ils ont quitté leur champ de pommes de terre, d'oignons, de choux et j'en passe pour visiter ces champs de bananes à Gomposom dans la province du Passouré. À leur tête, le directeur général de leur banque. L'idée des visites des champs, c'est de permettre à ce que les gens tirent expérience des autres. Alors, pour ceux qui font de très bonnes pratiques, que ceux qui ne font pas de bonnes pratiques puissent s'inspirer de ces bonnes pratiques et puis aller implémenter chez eux. Avant Gomposom, la délégation fait escale à Niesga dans la province du Zone Doma. Ici, elle visite ce site de compostage.
une activité menée de main de maître par un regroupement de productrices maraîchères bénéficiait des appuis de l'UBTEC. Voilà. Donc, ça vous illustre un petit peu, enfin, nous donne un petit peu quelques images et vous illustre qu'est-ce qui a pu être fait. Même si, pour arriver jusque-là, il y a eu un long cheminement qui a commencé, comme je l'ai pu le dire, à la fois pour une étude sur la vulnérabilité des exploitations familiales, dans lesquelles on avait repéré quelques pratiques agricoles et qui indiquaient qu'il y avait beaucoup de besoins au niveau de la fertilité des sols ou d'autres aspects. Et qui ont donné lieu à 2 programmes consécutifs de travail avec le CCFD, l'AFD et la Fondation ACT sur différents aspects. Alors peut-être que je vais laisser Abdou rappeler rapidement les 2 phases un petit peu, en tout cas les actions qui ont été menées. Et puis après, on va peut-être, comme on n'a pas trop de temps, peut-être qu'on laissera peut-être répondra peut-être davantage à des questions que soit Christian ou les autres, tout en développant peut-être des aspects complémentaires. Oui, merci Emmanuel. Alors, comme vous l'avez dit, c'était 2 programmes. Dans un premier temps, en 2016, suite à l'étude sur la vulnérabilité des exploitants agricoles, on a fait un certain nombre de constats dans nos zones d'intervention. C'est que d'abord, certes, le travail qui a été fait par la Fédération nationale des groupements NAM, qui est la fédération paysanne qui a créé UBTEC, a permis de faire la promotion d'un certain nombre de bonnes pratiques en termes d'agroécologie, mais on constatait toujours que beaucoup de personnes, beaucoup de paysans continuaient d'utiliser les intrants chimiques, les pesticides, et on assistait toujours à des pratiques, on constatait aussi des pratiques qui sont toujours pas respectueuses de l'environnement. Et dans le cadre d'un programme qu'on appelait Programme d'appui aux initiatives économiques, contribuant à un programme d'appui aux initiatives économiques au niveau des territoires du terroir. Et nous avons bénéficié aussi de l'accompagnement de la CIDI, et de la fondation de CCFD Terre Solidaire et de l'AFD pour l'expérimentation du financement de l'agroécologie. Et comment concrètement nous avons fait cela? Et nous avons mené une étude, laquelle étude on s'est attaché des services d'un socio-économiste et des ingénieurs agronomes qui a consisté à recenser l'ensemble des pratiques agricoles et non agricoles au niveau du Burkina et à les classer en fonction de leur incidence sur l'environnement. Et nous avions des pratiques qui étaient des pratiques respectueuses de l'environnement, qui ont une très bonne incidence sur l'environnement, et des pratiques aussi qui n'étaient pas respectueuses de l'environnement. Et on a sélectionné l'ensemble des pratiques respectueuses de l'environnement, et par la suite, on a fait une évaluation de la rentabilité économique de ces pratiques en fonction du temps. Pourquoi cette analyse? C'est pour nous permettre de faire dans un premier temps un choix sur les bonnes pratiques, un choix de bonnes pratiques, mais qui ont une rentabilité économique à court terme. Pourquoi une rentabilité économique à court terme? C'est pour adapter les cycles et les réalités de ces pratiques à la nature de nos ressources, puisque nous avons essentiellement des ressources qui sont des ressources volatiles, composées essentiellement d'épargne à vue. Donc, ce ne sont pas des ressources très stables qu'on peut utiliser pour des investissements à moyen et long terme. Donc, nous avons décidé d'accompagner dans un premier temps les pratiques respectueuses de l'environnement et à rentabilité économique de court terme. Et on a fait le choix
d'un certain nombre de pratiques. Je peux citer entre autres le compostage dont vous avez vu l'exemple dans la vidéo. Nous avons également financé des pratiques telles que la culture associée au niveau de l'horticulture, des pratiques comme les ailles, les demi-lunes, des cordons pierreux. Nous avons accompagné aussi sur la construction et l'équipement de biodigesteurs et pour la production du biogaz et du compost pour les cultures maraîchères. Voilà, entre autres, des pratiques que nous, on a estimé que c'est des pratiques respectueuses de l'environnement. Nous avons également financé l'installation de mini-centrales solaires pour l'extraction, pour le pompage d'eau en irrigation. Donc, que nous avons estimé aussi que c'est une pratique respectueuse de l'environnement. Alors, quand on a fait le choix de ces pratiques, l'évaluation de la rentabilité économique, nous avons par la suite conçu une politique de financement de ces pratiques-là. La politique, nous avons décidé, dans cette politique, de développer un mécanisme qui va consister à apporter un bonus pour ceux qui vont adopter les pratiques respectueuses de l'environnement. Pourquoi ce bonus? C'est pour inciter réellement les bénéficiaires à adopter ces pratiques. Nous avions imaginé aussi un malus qui va consister à une augmentation légère du taux d'intérêt au-dessus du taux normal et au niveau de IBTEC, l'idée étant que ceux qui polluent doivent payer pour compenser un peu le bonus que nous accordons à ceux qui adoptent les bonnes pratiques. Alors, nous avons également imaginé un mécanisme d'accompagnement non financier qui a consisté à apporter des formations sur des techniques comme le compostage, l'élaboration des comptes d'exploitation agricole, également sur des formations sur les itinéraires techniques en agroécologie et sur le financement de UBTEC et l'accompagnement de la CIDI et à travers la Fondation ACT. Et alors, quand on a commencé, on avait voulu mettre en place le malus dans un premier temps et on a estimé qu'il ne fallait pas mettre en place le malus. On a préféré aller au niveau du bonus et le bonus, on a mis l'accent sur le renforcement des capacités. Alors, pour quelqu'un qui opte pour une bonne pratique, une pratique respectueuse de l'environnement, telle que l'utilisation du compost en lieu et place des intrants chimiques, on paye pour une formation, soit sur les techniques de compostage, ou bien on envoie la personne en voyage d'études à nos frais, ou tout simplement on le forme en éducation financière ou sur les itinéraires techniques de production en agroécologie. Ouais, c'est super. Ben, je pense que voilà, on pourrait multiplier voilà les exemples qui ont été donnés, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Voilà. Ce qui est important à noter, c'est que cette mise en place de la politique, elle a été faite progressivement avec un peu des allers-retours. Et l'accompagnement CIDI à ce niveau consistait un petit peu à faire le point régulièrement avec l'UBTEC. Voilà, qu'est-ce qu'on avait pensé? Est-ce que finalement c'est implémenté? Quels sont les résultats? Est-ce que c'est à ça qu'on s'attendait? Oui, non. Par exemple, sur les activités, sur les calculs économiques qui a été fait sur les activités, est-ce que les hypothèses qui avaient été faites ont été confirmées, oui ou non? Et voilà, donc une série de questions régulièrement posées, des réorientations. Donc l'accompagnement pendant toute cette période-là a consisté en grande partie à ça et à faire bien entendu après
tout ce qui est aussi les rapports au niveau des financeurs, essayer de modifier en cours de programme, faire le point s'il y avait des ajustements à faire, etc. etc. Donc voilà, c'est une illustration de ce qui a pu être fait. On pourrait bien sûr en continuer, mais je pense qu'on va laisser la place aux questions maintenant. Et je vais rendre la parole à Christian pour conclure et puis étendre aux questions. Merci beaucoup Abdou pour ce temps et on se prépare pour répondre aux questions, toi et moi. Oui. Ok, Emmanuel, merci. Restez en ligne, comme on dit. Non, l'idée, c'était quand même d'établir un petit dialogue avec nos participants. Abdou, j'ai une question pour Emmanuel, une question pour Abdou. Je vais commencer par Abdou. Oui. Si tu te mets non pas dans la posture du directeur, mais dans la posture du bénéficiaire de l'UBTEC, quel est selon toi, comment tu pourrais illustrer de manière très concrète, qu'est-ce qui a amélioré un peu la vie d'une paysanne et pas d'un paysan? C'est-à-dire, est-ce que une paysanne bénéficiaire, soit dans la boucle museau, soit directement dans l'encours d'accompagnement en portefeuille de l'UBTEC, qu'est-ce qui tu peux vraiment illustrer pour améliorer la vie de ce paysan et de cette femme paysanne? Tu aurais un exemple précis à nous partager? Alors, je l'ai évoqué quand j'abordais les museaux. Nous avons actuellement des femmes qui, au départ, gagnaient à peine 1 euro par jour et qui, aujourd'hui, arrivent à payer la scolarité de leurs enfants et arrivent à se payer des moyens de déplacement et qui mènent vraiment des activités économiques qui leur permettent de se prendre en charge socialement, des frais de santé et ainsi de suite, l'éducation des enfants. Il y en a beaucoup qu'on a pu quand même faire sortir de cette pauvreté extrême depuis 2012-2013. Alors, je dirais, Emmanuel me connaît, je suis à la fois directeur de UBTEC, mais je suis bénéficiaire de UBTEC parce que je suis un producteur agricole. Je suis producteur, je sais ce que UBTEC a fait en termes d'accompagnement pour ses bénéficiaires, parce que quand on regarde au niveau de la production, en termes de rendement, on constate que les rendements ont fortement augmenté. En termes de mise en relation avec le marché, il y a un travail également qui a été fait et qui facilite également l'écoulement de ces produits. Et si je prends la campagne en cours, l'année passée, nous étions à autour de 250 francs le kilogramme de pommes de terre pour un coût de production de moins de 150 francs les kilogrammes. Donc, beaucoup ont pu quand même réaliser des marges très importantes qui leur ont permis, pour certains même, d'améliorer leur habitat, leur cadre de vie. Donc, voilà un peu ce que les actions de UBTEC ont permis à ces bénéficiaires-là. Et vous avez vu également au niveau du reportage, il y a beaucoup de femmes qui auparavant ne bénéficiaient pas d'accompagnement, n'arrivaient pas à faire de la production agricole, mais de par notre accompagnement et les sensibilisations qu'on a pu faire auprès des ménages, arrivent quand même à disposer de portions de terre et à produire des produits maraîchers. Et tout ça en allant dans le sens d'une transition écologique et sociale, ou est-ce que ça, c'est plus compliqué? Tout ça en allant dans un sens de transition écologique et sociale. Comme je l'ai dit, et beaucoup se bousculent. Et je disais même à Emmanuel entre-temps qu'au début, une charité de fumure organique coûtait 1500 francs. Mais tellement tout le monde s'est lancé dans la production avec l'utilisation de la fumure organique et du compost, qu'une charité de compost ou de fumure organique coûte autour de 6 000 francs. Ça veut dire que
les gens ont vraiment abandonnent vraiment l'utilisation des pesticides, des intrants chimiques au profit des intrants organiques ou des pesticides bio. Donc, les changements est très, très visible et très net au niveau de... Nous avons même introduit l'utilisation, par exemple, de motopompes solaires pour le pompage de l'eau, en lieu et place des motopompes qui utilisent du gaz butane ou de l'essence super et du gasoil. Donc, et partout, nous constatons que les producteurs abandonnent au fur et à mesure l'utilisation de ces technologies qui polluent l'environnement. Et quelques mots peut-être pour l'UBTEC dans son environnement. Par exemple, l'environnement actuel dans lequel vous êtes, il y a des difficultés majeures liées, on va dire, aux avancées très difficiles djihadistes. On peut prendre ce terme. Hein. Ça impacte certainement votre activité. En même temps, certains participants aujourd'hui ne mesurent pas trop l'ampleur des activités de l'UBTEC. Donc, peut-être quelques mots sur qu'est-ce que ça représente, l'ampleur de l'activité de l'UBTEC, comment vous êtes impacté un peu par cet environnement particulièrement difficile dans certaines zones, et est-ce que le gouvernement, dans tout ça, vous regarde comment? Est-ce que vous avez des liens avec le gouvernement? Il vous soutient? C'est-à-dire, UBTEC, c'est petit, c'est grand, c'est moyen, c'est énorme. UBTEC, c'est secoué par l'environnement local. Qu'est-ce qui se passe? Quelques mots là-dessus. UBTEC, c'est moyen. Quand on regarde la classification des institutions de microfinance dans la zone UEMOA, nous sommes dans ce qu'on appelle l'article 44 de la réglementation financière. Ça veut dire que nous sommes contrôlés par la Banque centrale. Et à ce niveau, en termes de volume des opérations, je l'ai rappelé tantôt, on a un encours de crédit qui avoisine 4 milliards de francs CFA. Et nous sommes vraiment impactés par l'insécurité au regard de notre positionnement dans le pays. Parce qu'on intervient majoritairement dans la région du Nord, la région frontalière avec le Mali et le Niger qui est fortement impactée. C'est ce qu'on appelle la zone des 3 frontières. Mais nous avons fait vraiment preuve de résilience. Quand on prend là où est la direction générale de UBTEC, à Wayouguia, qui est à 70 km de la frontière avec le Mali, les 4 agences qu'on a fermées à l'extrême nord, totalement à la frontière avec le nord Mali, nous avons redéployé l'ensemble des bases de données au niveau de Wayouguia, créé une deuxième agence pour permettre à nos bénéficiaires qui étaient dans cette zone et qui se sont déplacés vers Wayouguia de poursuivre sereinement leurs opérations. Nous avons également effectué des extensions dans des régions les plus sécurisées, notamment la boucle du Mouhoun, une partie de la boucle du Mouhoun et la région de l'Ouest, en allant un peu vers la Côte d'Ivoire et les centres du pays, où nous avons ouvert récemment 3 nouvelles agences qui nous ont permis de poursuivre les activités que nous menons. Et en termes d'impact au niveau des opérations, c'est l'ensemble de ces actions de résilience qu'on a pu mettre en place avec l'accompagnement des partenaires comme la CIDI, comme SOS Fin Luxembourg. Ça a permis quand même de maintenir le niveau des opérations à un niveau assez élevé. Et au niveau des opérations, nous sommes certes impactés, mais pas tellement impactés. Mais il y a des zones, vous vous étendez dans des nouvelles zones. J'ai même eu des questions très précises. Est-ce que vous êtes dans le Yatenga? Est-ce que vous êtes dans l'environnement de Zogoré? Je ne sais pas. Nous sommes dans le Yatenga, on a une agence à Zogoré. Et l'agence de Zogoré, nous l'avons fermée en février à côté parce que Zogoré est régulièrement visité par ces groupes terroristes. Mais nous avons redéployé les personnels et les bases de données parce qu'une bonne partie de la population aussi s'est déplacée à Wayouguia. Nous avons créé une nouvelle agence spécialement pour accueillir ces personnes et leur permettre de poursuivre les opérations.
Et nous bénéficions également de l'accompagnement de l'État parce que l'État est conscient de notre importance dans les tissus économiques. Et quand on prend sur l'exercice 2021, nous avons bénéficié d'1 demi-million d'euros d'accompagnement de l'État. Une bonne partie en subvention, autour de 94 millions et demi de francs CFA, et une autre partie en termes de refinancement à un taux de 0,5% sur une durée de 3 ans. Donc, c'est pour dire que l'État est très attentif à ce qui nous arrive. L'État est conscient de notre apport dans les tissus économiques et l'État ne reste pas insensible à ce qui nous arrive. J'ai une question, je reviens vers toi Abdou, mais Emmanuel, chargé de partenariat. Finalement, comme chargé de partenariat, tu peux être confronté à deux logiques. Il y a la logique institutionnelle CIDI, qui a sa propre mission d'accompagnement, et puis il y a l'outil spécifique ACT qui annonce 4 champs d'intervention prioritaires. Comment le chargé de partenariat va finalement un peu apprécier ce qui relèverait d'un soutien à solliciter à la Fondation ACT ou ce qui relève d'un soutien classique du métier du chargé de partenariat? Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus? Oui. Alors pour commencer, il y a déjà, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il y a déjà toute une partie en fait qui n'est pas financée en général par la Fondation ACT, qui est toute la préparation de l'AT, des AT, et en fait tout ce temps d'écoute, de partage, d'identification des défis, de se mettre d'accord sur les actions à faire, etc. Donc ça, c'est tout un pan qui déjà, même quand c'est un champ qui concerne la Fondation ACT, un champ relevé comme prioritaire, il y a quand même une partie qui est prise en charge par la CIDI de facto, ne serait-ce que par le temps que je passe ou voire des frais de mission. Donc ça, c'est un. Deux, dans les champs prioritaires, je pense qu'il y a quand même une large convergence entre les deux parce que au niveau de la CIDI, le travail sur l'agroécologie, le travail sur la finance communautaire, c'est des choses qui font partie de notre plan stratégique. Donc, ces actions-là qui sont financées par la Fondation ACT, comme elles rentrent dans notre cadre stratégique, dans la mesure où on travaille avec des partenaires pour qui ces questions ont un sens, évidemment, on ne va pas travailler avec un partenaire en agroécologie qui financerait que du petit commerce en milieu urbain, mais dès qu'on travaille en milieu rural, voilà, c'est des questions qui se posent. Donc là, évidemment, on peut immédiatement penser à solliciter la Fondation ACT, mais en général, on travaille d'abord à partir des besoins du partenaire. Après, ça correspond à la Fondation ACT et à ce que finance la CIDI, c'est très bien. Si ça ne correspond pas, il faut qu'on essaie de trouver les ressources ailleurs également. C'est vrai que ce qu'il faut retenir de ta réponse, c'est qu'il y a de fait une complémentarité, voire une subsidiarité entre le métier CIDI historique depuis plus de 35 ans, puis finalement cet outil nouveau qui vient renforcer un certain nombre de priorités qui sont définies par le plan stratégique actuel, quoi. Tout à fait. Ouais. Peut-être une dernière question pour chacun, ou en tout cas une pour Abdou. Parle-nous un peu, Abdou, du changement climatique dans ta zone. Qu'est-ce qui se passe et comment tu vois l'avenir par rapport à cette donnée essentielle? Et vous êtes en première ligne en fait. Tu disais déjà 41 degrés. Bon, il va falloir se calmer parce que si vous montez à 50, il va falloir bouger. Donc, dis-nous un peu quelles pourraient être les pistes sur lesquelles vous travaillez pour tenir compte du changement climatique à votre niveau ou avec des alliances diverses ou avec vos alliés africains peut-être, je ne sais pas. Nous avons déjà pas mal de pistes et d'actions que nous menons. Dans le cadre de TAPSA, comme je l'ai dit, c'est des actions qui contribuent d'une manière ou d'une autre à réduire les effets du changement climatique. Et ce que je peux dire aussi par rapport à la situation actuelle en termes de changement, et Emmanuel connaît très bien Waïbia. Dans le mois de mars, nous avons enregistré une grosse pluie, ce qui est extraordinaire. On n'arrive pas à comprendre cela. Il y a à peine 2 semaines de cela, on a enregistré une forte pluie.
Donc, c'est vraiment un dérèglement climatique. Dans le mois de mars, il ne pleut pas ici. Mais on sent également quand même que nous, nos actions, et en plus des actions menées par l'État à travers le ministère de l'Environnement, quand même une régénérescence comment dirais-je, de la forêt, des arbres et autres dans la région du Nord. Et je pense que de récentes études ont montré que on assiste quand même à une réforestation progressive de la région du Nord, la région où nous intervenons. Et je disais à Emmanuel l'année surpassée maintenant, quand on s'est rencontrés à la SAM, que ces dernières années, on a commencé à enregistrer le retour d'un certain nombre d'espèces animalières comme des singes aux alentours de Waïbia. Ce qui n'était pas imaginable il y a 10 ans de cela, 10 années de cela. Donc, nous, on s'est dit que les actions que nous menons en collaboration avec les structures étatiques en termes de lutte contre les effets du changement climatique, la lutte contre la déforestation, les feux de brousse et autres, ça commence à produire des effets quand même assez positifs sur l'environnement. L'autre chose qu'on a constatée, on a dit que je peux noter quand même quelques externalités positives liées à l'insécurité, parce que du fait du déplacement des personnes, déplacement massif des personnes des zones de production vers les milieux urbains, on assiste à une réforestation du milieu rural. Depuis 2016, le début des attaques djihadistes. J'ai un des producteurs qui s'est plaint la semaine dernière parce que son champ maraîcher a été envahi par des lièvres. Donc, mais ça, moi, je mets ça sur des externalités positives liées à l'insécurité du fait du déplacement des personnes et l'abandon de ces localités-là. Et qui a permis à la nature de reprendre tout ses droits. Donc, c'est vrai, il y a cette insécurité qui a des effets très négatifs, mais sur l'environnement, c'est malheureux, mais moi, je constate quand même que ça a un effet positif sur l'environnement. Est-ce qu'on peut dire un peu en guise de conclusion, parce que le temps passe vite, que le DG du BTEC prend un peu l'engagement de travailler et de présenter un plan stratégique lié au changement climatique? On est déjà là-dedans parce qu'on a déjà une politique. Nous sommes la toute première institution, si je ne m'abuse, parce que je viens de rentrer d'une formation à Lomé, pas plus que le dimanche passé, où je suis allé partager mon expérience en termes de financement et accompagnement de la transition écologique et sociale, et formation organisée par le plus grand réseau d'institutions de microfinance, d'ailleurs appuyé par la Fondation Terre Solidaire, qui est le réseau MEN. Et ce réseau, de par notre expérience, m'a convié à partager ce que nous avons eu à faire en termes de financement, accompagnement de la transition écologique dans le cadre du programme TAPSA. Et voilà déjà une action très positive qui, au-delà de ce que nous avons fait, nous commençons à partager notre expérience pour une duplication au sein d'autres institutions de microfinance. Donc, nous sommes dans une dynamique et nous avons une politique. Nous sommes en train de réviser cette politique. Nous venons de boucler une étude pour étendre le financement de l'agroécologie dans les régions de l'Ouest, les régions de la boucle du Mouhoun et la région du Sud, frontalière avec les Ghana. Écoute Abdou, je pense que là on a ouvert un champ qui peut durer plusieurs heures, donc on va faire une première pause avant un webinaire à venir pour approfondir ces questions avec toi. Donc je suis désolé, peut-être le temps est passé. En tout cas, merci beaucoup Abdou, merci beaucoup Emmanuel pour cet échange qui nous a éclairé le mieux possible en un temps comprimé. Je propose à tout et chacun
d'aller lentement vers la conclusion. Juste un mot peut-être, parce qu'il y avait quelques questions qui tournaient aussi autour de comment mieux faire connaître finalement cette nouvelle fonction assumée par la Fondation ACT. Et vous avez tout à fait raison de poser la question. C'est bien le but d'ailleurs de ce deuxième webinaire et nous avons bien prévu d'en faire un troisième prochainement, peut-être avant l'été, et encore un autre peut-être en début d'automne. Justement, le but étant de mieux faire connaître l'action de la Fondation ACT dans cette fonction de subsidiarité avec l'ACIDI et sa fonction historique d'accompagnement sur les thèmes prioritaires que nous avons rappelés. Et l'actualité nous montre que situation de crise, transition écologique et sociale, performance sociale, on est vraiment au cœur des besoins qui sont exprimés par l'ensemble des partenaires de l'ACIDI. Je vais essayer de vous remettre une petite diapo. Voilà, je pense que c'est ça. Oui, donc là, nous avons bien abordé la question du BTEC avec... donc, je suis désolé pour ceux pour lesquels on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais c'est un peu l'exercice qui impose... mais soyez rassurés, nous souhaitons vraiment faire connaître la Fondation ACT autour de nous, autour de l'actionnariat de la CIDI, autour de l'ensemble des partenaires de la finance solidaire qui gravitent aussi au sein des différents fonds de finances de partage et qui accompagnent la CIDI indirectement par le partage de leur épargne, du revenu de leur épargne. Et donc, je pense que nous aurons l'occasion de nous revoir et de poursuivre cet échange, mais n'hésitez pas à aller sur le site qui est repris ici. J'espère que tout le monde le voit, hein, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour retrouver la Fondation ACT sous égide de la Fondation Terre Solidaire, il suffit que vous cherchiez fondation-act.org et vous allez avoir toutes les informations complémentaires. Le site est bien documenté. Il y a beaucoup d'autres exemples que j'aurais pu peut-être vous présenter aujourd'hui, mais on va les garder en réserve pour notre prochain webinaire. Moi, j'ai confiance qu'on aura peut-être l'occasion d'en faire un autre avant l'été, sur un autre cas particulier dans les 4 champs d'intervention principaux de la Fondation ACT. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter via la CIDI ou via directement la Fondation ACT et on répondra à toutes les questions complémentaires qui n'ont pas pu être traitées aujourd'hui. Et surtout, soyez solidaires de la Fondation ACT. Hein, nous sommes tout à fait conscients que nous avons besoin d'amplifier la communication autour de sa mission et sa mission première pour pouvoir répondre mieux à toutes les attentes qui nous sont faites. Et à très bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir Abdou. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.